Merci à War Thunder pour le sponsoring de cette vidéo. La bataille de France, ou chute de la France, a duré un peu plus de 6 semaines à l'été 1940. Poussés par l'invasion de la Pologne, les Français et les Britanniques venèrent de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Et en réponse, les armées de la Wehrmacht commencèrent à élaborer un plan pour envahir d'autres parties de l'Europe, notamment la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et bien sûr, la France. La bataille fut un grand succès pour l'Allemagne, alors qu'Adolf Hitler prévoyait d'abord de lourdes pertes en vie lors d'une longue campagne. Au lieu de cela, la bataille de 43 jours ne lui coûta que 27 000 soldats contre environ 73 000 pour les forces alliées, tandis que plus d'1 million d'autres furent capturés par l'ennemi. Suivez-nous pour revivre la bataille de France. Bienvenue sur Guerres du Monde. Dans les années 30, une grande partie du monde connaissait des difficultés. Le krach de Wall Street en 1929 a provoqué un effondrement économique total et la Grande Dépression. Le Dust Bowl, une période où de violentes tempêtes de poussière ont entravé l'agriculture des prairies américaines et canadiennes, ainsi que diverses périodes de famine, de sécheresse et de catastrophes naturelles qui ont touché de nombreux pays, dont l'Union soviétique, la Chine et la Turquie. En plus de tout cela, la menace imminente d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie pesait. En 1938, il a annexé l'Autriche et les Sudètes, et le 1er septembre 1939, il a envahi la Pologne, déclenchant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans les jours suivants, les dirigeants britanniques et français ont lancé un ultimatum à l'Allemagne, exigeant le retrait de ses forces pour éviter la guerre. L'offre étant restée sans réponse, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre dernier. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Canada ont suivi. La Grande-Bretagne et la France avaient promis une aide militaire aux Polonais, mais ne l'ont pas fait. Dans les années précédant l'invasion de la Pologne, la France avait déjà commencé à prendre des mesures pour se protéger de la possibilité qu'Hitler veuille également envahir la France. Une partie de ce plan de défense comprenait la mise en place de la ligne Maginot, nommée d'après le ministre français de la guerre André Maginot, qui a milité pour la création d'une telle défense. La ligne Maginot était, sans surprise, une ligne de fortification en béton, d'obstacles et d'installations d'armes qui furent construites le long du côté du pays qui bordait l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Ces obstacles visaient à dissuader l'Allemagne d'attaquer et à ralentir son assaut éventuel. Les fortifications de la ligne Maginot offrirent des conditions de vie ultramodernes et étaient largement invulnérables aux bombardements et tirs de chars. Cependant, elles présentaient une zone de faiblesse, une section de la ligne près des Ardennes, car son terrain accidenté rendait difficile la mise en place des fortifications. Le commandement militaire français jugeait les Ardennes impénétrables et les considérait comme une voie d'invasion improbable, à condition de prendre des mesures spéciales contre l'ennemi. Il fut conclu que si les Allemands envahissaient cette zone, les Français auraient le temps d'organiser des contre-attaques, car les envahisseurs devraient avancer lentement. Les responsables ne savaient pas que les Allemands utiliseraient cette faille en 1940. Le 7 septembre 1939, après l'invasion de la Pologne, la France lança l'offensive de la Sarre et envahit l'État allemand du même nom. Le plan était d'attaquer le front ouest du pays, qui était négligé en raison de la préoccupation de l'Allemagne pour les combats en Pologne, dans une tentative de détourner l'attention de la Pologne vers l'Allemagne. Cependant, l'offensive de la Sarre fut de courte durée. L'invasion de la Pologne fut rapide et efficace, permettant à Hitler de ramener vite des troupes en Allemagne pour repousser l'invasion française. La méthode de combat française de cette époque a fait l'objet de nombreuses critiques, de nombreux historiens notant qu'ils utilisaient encore des techniques de la Première Guerre mondiale, souvent lentes et maladroites, impliquant le transport et le déploiement d'artillerie stationnaire. Les Français ont quitté l'Allemagne le 17 septembre, jour de l'invasion soviétique de la Pologne, après un accord avec l'Allemagne nazie. Au cours des 8 mois suivants, peu d'opérations militaires alliées ont eu lieu.
Cette période, appelée drôle de guerre, dura de septembre 1939 à mai 1940. Il convient de noter que, même sans opération militaire majeure durant cette période, les Alliés ont tenté de contraindre les Allemands par des sanctions économiques. Cela impliquait des blocus navals pour limiter l'approvisionnement de l'Allemagne et la saisie de leurs navires marchands avec radar. Par la suite, des plans pour une opération, baptisée Plan R4, commencèrent à prendre forme. Cette opération impliquerait que les Britanniques envahissent la Norvège et la Suède afin d'empêcher les Allemands de s'emparer de leurs réserves de minerai de fer, un matériau important dans la fabrication des ressources militaires. Cependant, ce plan ne fut jamais réalisé. En avril 1940, l'opération fut abandonnée car elle était jugée insuffisante pour arrêter les forces allemandes. Un autre plan fut proposé après la guerre d'hiver de novembre 1939 suite à l'invasion soviétique de la Finlande. Mais quand les forces furent prêtes, la guerre touchait déjà à sa fin. Merci à War Thunder pour le sponsoring de cette vidéo. War Thunder est le jeu de combat de véhicules militaires le plus complet jamais créé et il est entièrement gratuit sur PC, PlayStation, Xbox et même sur appareil mobile. Que vous aimiez le grondement d'un char de la Seconde Guerre mondiale, le sifflement d'un avion de la guerre froide ou la précision d'un hélicoptère d'attaque moderne, War Thunder répond à toutes vos attentes. Le jeu propose plus de 2500 véhicules issus de 10 grandes nations, couvrant la période de l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui. Vous prendrez le commandement de tout, des biplans et voitures blindées, aux avions à réaction supersonique et destroyers lance-missiles, chacun étant recréé avec un niveau de détail impressionnant. Plongez-vous dans les combats intenses de War Thunder, où des véhicules incroyablement détaillés, des graphismes réalistes et des effets sonores authentiques vous placent aux commandes des machines de guerre les plus puissantes de notre époque. Rejoignez dès aujourd'hui une communauté mondiale de plus de 70 millions de joueurs dans des batailles JCG épiques et découvrez l'expérience époustouflante qu'est War Thunder avec une richesse inégalée de contenu de haute qualité à explorer. Aucun jeu n'est bien mieux adapté aux passionnés d'histoire militaire. Ce n'est pas seulement leur apparence qui impressionne. War Thunder offre une modélisation des dégâts parmi les plus réalistes du jeu vidéo. Chaque véhicule est assemblé jusqu'à ses plus petits composants. Moteur, équipage, carburant, armes, blindage. Tout cela peut être endommagé ou mis hors service au combat. War Thunder brille ici non seulement comme jeu, mais aussi comme expérience pour quiconque s'intéresse à l'histoire militaire, même brièvement. Le souci du détail, la physique, la conception sonore, tout fonctionne ensemble pour recréer le ballet brutal du combat réel. Il y a aussi un système de personnalisation complet qui vous permet d'équiper vos véhicules de camouflage historique, de décalcomanie et même de décoration créée par la communauté, parfait pour recréer les insignes de votre unité préférée ou simplement vous démarquer sur le champ de bataille. Et maintenant, War Thunder est également disponible sur mobile. Vous pouvez plonger dans des batailles rapides sur votre iPhone ou appareil Android avec la même ampleur de combat et la même profondeur tactique que vous attendez sur PC et console. Une expérience de champ de bataille complète à portée de main. Donc, si ce genre de jeu vous intéresse, utilisez les liens dans le commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo pour vous inscrire sur PC, PlayStation, Xbox ou mobile. C'est entièrement gratuit et un énorme pack bonus attend les nouveaux joueurs ou les joueurs de retour qui ne se sont pas connectés depuis 6 mois sur PC ou console. Ce pack comprend la décoration de véhicules exclusifs Aigle de la Vaillance, 100 000 lions d'argent et 7 jours de compte premium pour accélérer votre progression. Gardez à l'esprit que ce bonus est disponible pour une durée limitée. Merci encore à War Thunder pour son soutien. Le 6 octobre 1939, un peu plus d'un mois après que l'Allemagne ait envahi la Pologne, Adolf Hitler a prononcé un discours au Reichstag à Berlin, célébrant le succès de l'invasion, puis appelant les Français et les Britanniques à accepter son offre de paix. Il a affirmé que si la guerre avec la France devait continuer, je cite, « Un jour, il y aura de nouveau une frontière entre l'Allemagne et la France. Mais au lieu de villes, il y aura des ruines et des cimetières sans fin. » Fin de citation.
Inutile de préciser que ni la France ni la Grande-Bretagne n'ont accepté cette branche d'olivier. Et partout, personne ne croyait qu'Adolf Hitler était sincère, ni que la paix était proche. Le journaliste américain William Shira a exprimé sa conviction qu'Adolf Hitler était totalement insincère, je cite, « comme un vieux disque de gramophone qu'on joue pour la 5e ou 6e fois », fin de citation. Constatant que les forces alliées ne voulaient pas négocier un accord de paix. Adolf Hitler a publié la directive du Führer numéro 6 le 9 octobre. Cette directive a mis en marche le plan d'attaque contre l'Ouest, bien que ces plans aient été conçus dans l'idée que les Allemands auraient de plusieurs années pour renforcer leurs armées et leur puissance militaire globale. Il a ensuite ordonné que les Pays-Bas, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, soient envahis et saisis dans les plus brefs délais afin d'éviter d'être stoppés par les forces alliées. Bien qu'aucune attaque contre la France ne soit prévue dans le cadre de cette directive, Adolf Hitler a tout de même ordonné que le plus de zones frontalières possibles du pays soient occupées afin d'aider leur plan global. Les 10 et 12 octobre, la Grande-Bretagne et la France ont refusé l'offre de paix d'Adolf Hitler, menant à une préparation accrue de l'invasion des Pays-Bas. Les plans de campagne ont été nommés « Instructions de déploiement Nosierhof », un cas jaune, et le premier de ces plans a été présenté le 19 octobre par le colonel général Franz Halder, le chef d'état-major du haut commandement de l'armée. Le plan visait à traverser le centre de la Belgique par une attaque frontale et à repousser les Alliés jusqu'à la Somme au prix d'environ 500 000 soldats allemands. La direction militaire allemande pensait que ce lourd tribut pour le pays signifierait qu'ils ne pourraient pas agir de nouveau avant un certain temps et qu'il leur faudrait plusieurs années pour se remettre avant de lancer une attaque contre la France. Selon les témoignages, Adolf Hitler n'était pas satisfait de ce plan. Il voulait une victoire rapide et décisive et ordonna à ses hommes d'effectuer une percée blindée, comme lors de l'invasion de la Pologne. Cependant, les chefs militaires n'étaient pas d'accord avec cette idée et dirent au Führer qu'une telle tactique serait imprudente face à une armée avancée comme celle des Français. Ils ont dit que cette tactique n'était possible contre la Pologne qu'à cause de son armée médiocre. Déçu, Hitler ordonna de lancer l'assaut au plus vite, même si la Wehrmacht n'était pas prête. Il espérait qu'en attaquant plus tôt que prévu, il y aurait moins de risques de fuite d'informations et que les forces alliées n'auraient pas le temps de préparer leur propre armée, ce qui aurait pu conduire l'Allemagne à être prise au dépourvu lorsqu'elle finirait par envahir. Il tenta de convaincre ses chefs militaires d'attaquer le 25 octobre, mais le consensus général était que ce délai n'était tout simplement pas suffisant pour se préparer à une telle tâche. 4 jours plus tard, Franz Halder présenta la prochaine étape du plan, impliquant une attaque allemande contre les Pays-Bas. Hitler informe ensuite son chef d'armée le 5 novembre qu'il voulait que l'invasion des Pays-Bas ait lieu le 12 novembre. Son commandant en chef était contre, la Wehrmacht n'étant pas remise de l'invasion de la Pologne. Les jours suivants, Hitler annonça que le mauvais temps avait reporté le plan. Au cours des semaines et des mois suivants, les Allemands ont essuyé revers sur revers. Les dirigeants historiques ont noté qu'Hitler ne comprenait pas le fonctionnement de la Wehrmacht ni comment des pertes majeures de blindés lors de l'invasion de la Pologne avaient freiné l'armée. De plus, le commandant du groupe d'armée A, le général Gerd von Rundstedt, fit savoir qu'il n'était pas d'accord avec le plan de Franz Halder. Von Rundstedt pensait que le plan de Halder employait des tactiques différentes de celles qui avaient mené l'armée allemande à la victoire, et que la Wehrmacht devait percer et encercler les forces alliées pour les détruire. Il en discuta avec Erich von Manstein, son chef d'état-major, qui élabora un nouveau plan. Notamment, le 10 janvier 1940, une version antérieure du plan fut saisie par les forces alliées lorsqu'un avion allemand, qui survolait par erreur le territoire belge, fut abattu, provoquant son crash. Le pilote a tenté de brûler les plans mais n'y est pas parvenu et ils ont tous deux été capturés par les Alliés. Avant cette erreur, Adolf Hitler avait prévu de lancer l'opération Casse-Jaune-Le ou avant le 17 janvier et il aurait été furieux lorsqu'il a découvert ce qui s'était passé. Un témoin a qualifié sa crise de colère qui a suivi, je cite, « de Dieu la plus grande tempête que j'ai jamais vue de ma vie ».
Le Führer était possédé, écumant de rage, frappant le mur de ses poings et lançant les insultes les plus basses aux incompétents et aux traîtres de l'état-major général qu'il menaçait de la peine de mort. La version finale du plan prévoyait que les Allemands attaquent surtout les Ardennes via la Belgique, qui était le point le plus faible de la ligne Maginot fortifiée française. L'assaut devait aussi avoir lieu ici car les Français y défendirent la zone avec des troupes moins expérimentées, notamment des divisions des 2e et 9e armées. Le plan consistait à faire avancer le groupe d'armées A entre Namur et Sedan en direction d'Amiens, tandis que le groupe d'armées B mènerait une attaque de diversion au nord afin d'attirer les forces alliées vers la Belgique, où elles pourraient ensuite être clouées sur place. Le plan fut publié comme instruction de campagne numéro 4K jaune, le 24 février 1940, et il fut approuvé par Hitler car il estimait qu'il offrait la possibilité d'une victoire décisive, ce qu'il recherchait continuellement à chaque nouvelle version. Dans la préparation de l'assaut, l'Allemagne a mobilisé plus de 4 millions de membres de l'armée allemande, plus d'1 million de leurs forces aériennes, 182 000 membres de la marine allemande et environ 100 000 soldats appartenant à la Waffen-SS et la branche combattante de la Schutzstaffel. Près de 3 millions d'hommes de ces forces étaient disponibles pour la bataille de France. Bien que ce soit un chiffre impressionnant, environ 45% de l'armée avait environ 40 ans à cette époque, tandis qu'environ 50% n'avaient reçu que quelques semaines de formation. De plus, seulement environ 50% des divisions allemandes disponibles à cette époque étaient aptes aux opérations. Elles étaient souvent mal équipées, surtout comparées aux Français et aux Britanniques. Cependant, les Alliés n'étaient pas non plus totalement prêts pour la guerre. Bien qu'ils aient eu environ 45% d'armes, en plus que les Allemands, ainsi que davantage de véhicules motorisés, l'armée britannique en particulier était insuffisamment approvisionnée pour la guerre. Malgré une mobilisation partielle depuis 1936 et totale depuis 1939, de nombreux militaires n'étaient pas prêts à leur rôle, créant un écart entre les plans alliés et leur exécution. L'armée britannique souffrait d'un manque d'entraînement et de préparation pratique, les historiens notant qu'il leur manquait environ 150 000 pantalons, 350 000 couvertures, plus de 400 000 tentes et 600 000 paires de bottes. Fin 1939, les Belges avaient renforcé leur défense le long du canal Albert, au nord-est du pays. Pendant ce temps, les chefs militaires français avaient élaboré une stratégie militaire après avoir analysé le paysage environnant et pris en compte les ressources et la main-d'œuvre disponibles. Au départ, il a été décidé que l'armée française défendrait à l'est et attaquerait à l'ouest pendant qu'elle avançait en Belgique. La Belgique étant d'abord neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, il leur était difficile d'élaborer un plan de défense avec les Français. Les Français pensaient que lorsque Hitler envahirait la Belgique et violerait sa neutralité, il riposterait et ferait appel aux Alliés pour intervenir. La plupart des forces françaises étaient postées près de la frontière belge, prêtes à intervenir. Peu de temps après, cependant, la tactique précédente des Alliés, appelée Plan E, fut remplacée par le Plan D, qui avait été proposé par le général de l'armée française, Maurice Gamelin. Gamelin voulait stopper l'avancée allemande en les bloquant sur la rivière d'Isle, longue de 85 km au centre de la Belgique. Les deux plans avaient été conçus pour une défense avancée en Belgique, le plan D étant très similaire au plan E, mais étant environ de 70 à 80 km plus court que le précédent. Gamelin ordonna plus tard que les Allemands ne devaient pas être autorisés à progresser du côté ouest d'Anvers, car si les Alliés contrôlaient l'estuaire de l'Escaut, cela signifiait qu'ils pouvaient transporter des ressources et des approvisionnements, et qu'ils pouvaient entrer en contact avec l'armée néerlandaise. Les membres de la 7e armée, incluant certaines des meilleures unités françaises, furent retirés de la réserve en décembre 1939. Ils furent alors remplacés par le premier groupe d'armées pour atteindre l'estuaire et rejoindre les Néerlandais à Tilburg ou Breda. Cette modification fit connaître le plan sous le nom de variante Breda du plan D. Ensuite, tandis que les meilleures de forces françaises partaient vers le nord, les Allemands envoyaient leurs troupes d'élite vers le sud en vue de l'attaque par les Ardennes.
Au cours du printemps 1940, Gamelin fut informé à plusieurs reprises que les Allemands se positionnaient dans les Ardennes, et des renseignements provenant de diverses sources révélèrent qu'ils prévoyaient d'attaquer près de Sedan entre le 8 et le 10 mai. Malgré tout, Gamelin resta convaincu que la variante Breda du plan D était la bonne et ne changea pas sa stratégie. Le Luxembourg serait le premier pays à être envahi par les Allemands dans le cadre du plan Fall-Gelb. Le 21 mai 1940 à 21h, le code Danzig fut transmis à toutes les divisions allemandes, lançant la première phase de l'opération. Capturer le Luxembourg presque sans résistance. Le groupe d'armée B lança alors une offensive de diversion contre les Pays-Bas et la Belgique. Le lendemain matin, des parachutistes débarquèrent à La Haye, près de Rotterdam, et au fort d'Eben-Emael, près du canal Albert en Belgique. Comme l'espérèrent les Allemands, le premier groupe d'armée français, composé de certains de leurs meilleurs hommes, fut envoyé pour répondre au groupe d'armée B, laissant les forces alliées restantes de plus exposées, manquant de carburant et diminuant généralement leur capacité. Lorsque la 7e armée française franchit la frontière néerlandaise, elle découvrit que les forces armées néerlandaises étaient déjà en retraite, retournant à Anvers pour protéger la ville contre une prise de contrôle. À ce moment, les Allemands avaient une grande puissance aérienne. Leur force aérienne a déployé 247 bombardiers moyens, 147 chasseurs, 424 avions de transport, Junker Ju-52 et 12 hydravions Heinkel E-59. Tout cela vers les Pays-Bas. L'armée de l'air néerlandaise, en revanche, ne disposait que de 144 avions de combat et environ 50% de ces appareils furent détruits dès la fin du premier jour, n'ayant réussi à abattre que quelques avions allemands. Pendant ce temps, les soldats de la 18e armée allemande ont capturé des ponts lors de la bataille de Rotterdam, contournant la nouvelle ligne d'eau, puis ont percé la forteresse Hollande qui en fait partie. Bien que l'Allemagne ait tenté de capturer les aérodromes néerlandais autour de La Haye, ainsi que la ville elle-même, ses efforts ont échoué, car elle n'a pas réussi à tenir ses positions, et elle a perdu de nombreux avions au cours de l'opération. Des renforts blindés de la 9e division blindée sont arrivés à Rotterdam le 13 mai, après que l'armée française n'a pas réussi à les arrêter. D'autres bombardements de la ville ont eu lieu le 14 mai, entraînant la destruction du centre-ville. Cela a conduit l'armée néerlandaise à se rendre car bien qu'elle résistait ailleurs aux Allemands, elle craignait une destruction accrue du pays. Après leur reddition, les Néerlandais ont combattu avec les Français dans d'autres conflits, dont la bataille de Zélande. À la suite de la fin du chaos, les Néerlandais ont subi près de 5000 pertes, dont 2559 civils. La Belgique a aussi été envahie, les Allemands détruisant 83 de leurs 179 avions en 24 heures. Malgré cela, les Belges ont bien défendu, surtout le long du canal Albert, où les Allemands peinaient à percer. Le commandement allemand s'inquiétait car il fallait distraire les Alliés pendant l'établissement des têtes de pont par le groupe d'armée A. Cela a mené à la bataille du fort d'Eben-Emael. Le fort, construit de 1931 à 1935, visait à protéger les Belges d'une attaque allemande passant par les Pays-Bas. Malgré sa construction moderne, il a été rapidement neutralisé par des parachutistes qui ont atterri le 10 mai, utilisant des explosifs pour désactiver les tourelles de canon avant de s'emparer des ponts sur le canal voisin. Avec la voie libre pour d'autres fantassins, les responsables belges ont décidé de retirer leur division vers l'Adil 5 jours plus tôt que prévu. Ce fut un choc pour les Français et les Britanniques qui pensaient que les Belges tiendraient l'invasion plusieurs semaines, leur laissant plus de temps pour se préparer. Ils prévoyèrent de défendre Hannou et Jean-Bleu. La première armée française tenait l'axe Jean-Bleu-Havre, tandis que le corps de cavalerie se dirigeait vers Hannou pour ralentir l'avancée allemande, donnant à la première armée le temps de se préparer à Jean-Bleu. La bataille de Hannou fut la plus grande bataille de chars à ce jour. Les Français, malgré la perte de 105 véhicules, détruisirent 160 chars allemands. Cependant, après la retraite planifiée des Français, les Allemands ont réparé de nombreux chars, n'en laissant qu'environ 59 hors service.
Selon tous les témoignages, la cavalerie avait réussi à distraire les Allemands assez longtemps pour permettre à la première armée de s'installer à Jean-Bleu. Pendant 2 jours, les Français ont résisté à la 6e armée allemande. Cependant, la première armée française a été contrainte de se replier de Jean-Bleu à la suite de plusieurs assauts surprises des Allemands qui arrivaient par les Ardennes et au passage de la Meuse à Sedan. Les Français reculant, ils se replièrent vers Lille, désorganisant la défense alliée et facilitant l'occupation de la Belgique par les Allemands. La bataille de Sedan s'est déroulée en seulement quelques jours, entre le 12 et le 15 mai, les Allemands prévoyant d'encercler les troupes ennemies dans le cadre de leur opération Fallgelb. Alors que les forces alliées étaient distraites par les invasions dans d'autres pays, le groupe d'armées a traversé la Meuse et s'est dirigé vers Sedan, qu'il a capturé le 12 mai sans aucune résistance et avec l'aide de la puissance aérienne. Les forces françaises proches ont été vite neutralisées. Le 14 mai, les forces françaises et britanniques ont tenté de détruire les têtes de pont allemandes, mais les bombardements massifs des avions allemands ont rendu cela impossible. Après la reddition des Néerlandais, le Premier ministre britannique Winston Churchill s'est rendu en France pour évaluer la situation. En interrogeant les dirigeants français sur leurs réserves, il aurait été choqué d'apprendre qu'ils n'en avaient pas. L'armée française avait mobilisé toutes ses forces dans le plan D face à l'invasion allemande. Du 15 au 17, les Français ont attaqué les têtes de pont allemandes, mais leur tentative de contrer les plans adverses a échoué à cause de retards et de la confusion des troupes. Le 19 mai, le général Henri Giraud de la 9e armée française a été capturé par les Allemands. Giraud était avec la 7e armée envoyée aux Pays-Bas 9 jours plus tôt, puis absorbé peu après par la 9e armée. Sa capture a laissé beaucoup de ses soldats démoralisés, inquiets du sort qui les attendait dans les jours à venir. Les Allemands, quant à eux, ont poursuivi sans être découragés et, le 20 mai, ils avaient atteint la Manche, qui était leur objectif après la prise de Sedan, leur permettant d'encercler les forces alliées les plus puissantes, y compris le corps expéditionnaire britannique, les restes des forces belges et les 3 armées françaises le long de la côte nord de la France. Le corps expéditionnaire britannique a repoussé la 7e division blindée et la Waffen-SS, parmi les meilleures de troupes d'Allemagne. Malgré la résistance aux attaques, le général John Gort, chef du corps expéditionnaire britannique, comprit qu'il fallait évacuer ses hommes et persuada ses supérieurs d'organiser une évacuation par la mer. Les Français affirmeront plus tard avoir été trompés par les Britanniques, pensant que les troupes britanniques, fuyant la chute inévitable de la France, se regroupaient et reviendraient avec des renforts. Le 21 mai, la bataille d'Arras a eu lieu, une contre-attaque menée par les forces alliées. Au début, les Alliés, immobilisés par les troupes allemandes, lancèrent des contre-attaques non coordonnées et sporadiques, car la plupart de leurs forces étaient encore en Belgique. Cela a conduit les chefs militaires français et britanniques à planifier l'offensive à Arras dans le nord de la France. Malgré des ressources et effectifs limités, les Alliés ont avancé avec des véhicules blindés depuis Arras et réussi leur assaut initial. Ils ont dû battre en retraite après la nuit pour éviter l'encerclement, annulant ainsi tout leur progrès. Bien que ce conflit ait été un échec, il a permis aux Alliés de renforcer les ports de la Manche avant l'opération Dynamo et la bataille de Dunkerque, car Hitler avait ordonné à ses panzers de s'arrêter jusqu'à la résolution de la situation à Arras. Le 28 mai, la Belgique passa sous contrôle nazi après la reddition ordonnée par le roi Léopold, laissant présager un sombre avenir. L'opération Dynamo a ensuite eu lieu, impliquant l'évacuation de plus de 338 000 soldats alliés des plages et du port de Dunkerque dans le nord de la France. Elle s'est déroulée sur 9 jours, entre le 26 mai et le 4 juin, et au plus fort de l'évacuation, environ 180 000 soldats alliés ont été rapatriés de France en seulement 3 jours. Le 29 mai, l'annonce des évacuations a incité de nombreux civils avec des bateaux à venir en France pour aider à ramener les troupes au Royaume-Uni. 2 jours après, on a constaté que les quais de Dunkerque étaient gravement endommagés et inutilisables. Le capitaine William Tennant, dirigeant l'opération, a utilisé les plages et la GTS pour accoster les navires, ce qui a permis de sauver plus de soldats
Les derniers soldats britanniques ont été évacués de Dunkerque le 3 juin, tandis que le lendemain, les navires sont revenus pour récupérer les soldats français restants. Environ 26 000 ont été sauvés, mais entre 30 000 et 40 000 avaient déjà été capturés par les Allemands. Bien que des centaines de milliers de soldats aient été sauvés, une grande partie du matériel appartenant aux forces alliées a dû être abandonné. De nombreuses pertes ont également été subies lors de l'évacuation, les Français ayant perdu environ 16 000 soldats et les Britanniques environ 1 000. En plus de cela, les Alliés ont subi plus de 60 000 pertes lors de la bataille de Dunkerque elle-même. Winston Churchill a qualifié l'isolement des troupes britanniques en France de catastrophe militaire colossale et leur sauvetage de miracle de la délivrance. Pendant ce temps, plus à l'intérieur des terres, le 1er juin, des soldats français se sont rendus aux Allemands après le siège de Lille du 28 au 31 mai, ce qui a permis à plus d'Alliés de rejoindre Dunkerque et de participer au conflit. Après la fin des efforts d'évacuation, les soldats français restants ont tenté de combattre les Allemands malgré leur infériorité numérique, leur manque d'armement et leurs désavantages stratégiques. Ils avaient donc perdu la majeure partie de leur armement lourd et leurs meilleures unités blindées. L'armée française, épuisée, se retrouvait totalement seule, sans soutien allié. À tout cela s'ajoutait le fait que des millions de réfugiés civils avaient été déplacés et tentaient de fuir la guerre, ce qui signifiait que des milliers de voitures et de charrettes encombraient les routes. Le gouvernement n'avait pas prévu un effondrement aussi rapide de son armée et il se retrouvait complètement désemparé quant à la marche à suivre. La préfecture de Chartres, qui comptait autrefois 23 000 habitants, n'en comptait plus que 800. La ville de Lille a subi une perte tout aussi dévastatrice, le nombre d'habitants passant de 200 000 à seulement 22 000. La deuxième phase de la bataille de France s'est alors concrétisée, baptisée Carouge. Elle a commencé le 5 juin sur les rivières de la Somme et de l'Aisne. Les Allemands s'attendaient pleinement à simplement entrer et écraser les troupes françaises, mais au cours des 3 semaines suivantes, les Français ont fait des efforts valeureux pour repousser de nouvelles attaques. Beaucoup de soldats avaient retrouvé de l'élan grâce à la proximité des ateliers de réparation et des dépôts de ravitaillement. Ils commencèrent à penser que la situation semblait un peu plus prometteuse qu'auparavant. De plus de 100 000 soldats français étaient revenus dans le pays par divers autres ports de Normandie et de Bretagne, ce qui permit d'augmenter leurs effectifs. Ils purent ensuite obtenir et réparer des véhicules blindés qui avaient auparavant été déclarés hors d'usage. Leur morale était élevée pour l'instant. Ayant enduré le chaos et le carnage, de nombreux officiers de l'armée française reçurent également un second souffle, car ils estimaient désormais avoir plus de connaissances et d'expérience pour affronter les Allemands. Et ils avaient davantage confiance en leurs armes, véhicules et autres équipements, notant que l'artillerie et les chars français étaient bien supérieurs à ceux de fabrication allemande. Cependant, les Allemands étaient aussi déterminés à occuper la France. Toutes les divisions du groupe d'armée B commencèrent à attaquer de chaque côté de Paris. Et bien qu'après 48 heures, elles n'aient pas réussi à percer, elles continuèrent sans se décourager. Des véhicules blindés furent déployés pour repousser les Français Moserra. Mais l'offensive allemande, maladroite, entraîna la perte de 80 véhicules sur 500 lors de l'attaque initiale. Bien que des têtes de pont aient été capturées à cette époque, les Allemands ne purent pas traverser l'Aisne et dans la ville d'Amiens, ils furent repoussés à plusieurs reprises par les tirs d'artillerie français. En réponse à l'artillerie française, la force aérienne allemande fut déployée, ce qui permit aux fantassins et aux véhicules blindés d'avancer lentement. Ce n'est qu'au 3e jour des combats qu'ils purent enfin traverser la rivière. La France avait encore des avions et a déployé plusieurs bombardiers pour stopper les Allemands, mais ces efforts ont échoué. Pendant ce temps, près de la ville d'Abbeville, les Français furent repoussés et forcés de battre en retraite, finissant par repasser la Seine. Le 12 juin, la 51e division Highland britannique et le 9e corps français durent capituler à Saint-Valery-en-Caux. Le 14 juin, la capitale française, Paris, tomba. Les Allemands traversèrent la Seine, passèrent par la Normandie et capturèrent Cherbourg le 18 juin. À ce moment-là, bien que les troupes allemandes aient été dispersées et présentaient des zones de vulnérabilité, les Français trouvaient impossible d'attaquer en raison de la puissance de l'aviation allemande qui survolait constamment la région.
elle a gardé la suprématie aérienne pendant la bataille et a presque fait s'effondrer la force aérienne française, incapable de remplacer ses avions perdus. Les avions restants sont partis en Afrique du Nord française pour éviter d'autres destructions. Pendant le conflit, la ligne Maginot a été attaquée plusieurs fois. Un assaut a duré 8 heures, laissant 46 soldats allemands morts et 251 autres blessés. Seuls 2 soldats français sont morts pendant le conflit. En juin, cela attira à nouveau l'attention des Allemands, qui voulaient empêcher les Français de l'utiliser contre eux lors de la traversée de la Somme. Après que le groupe d'armée B a commencé son assaut sur Paris avant sa capture, le groupe d'armée A a commencé à se diriger vers l'arrière de la ligne Maginot. Le 15 juin, les quelques forces françaises restantes se préparaient à quitter la zone juste au moment où les Allemands attaquaient. La bataille qui s'ensuivit fut lente et difficile, les Français opposant une forte résistance même face à des chances aussi faibles. Un à un, cependant, les ouvrages de la ligne Maginot furent finalement vaincus. Des divisions allemandes arrivèrent pour appuyer le groupe d'armée A. Dotées d'artillerie lourde et de mortiers, elles forcèrent les troupes françaises à se replier dans les Vosges le 17 juin. Ce même jour, d'autres troupes allemandes atteignirent la frontière suisse, coupant ainsi les défenses de la ligne du reste de la France. Le 22 juin, l'armistice entre la France et l'Allemagne fut signé. Malgré cela, de nombreuses unités françaises poursuivirent le combat. Certains résistants à l'attaque allemande de la ligne Maginot se sont rendus le 25 juin après l'armistice, tandis que d'autres ont continué jusqu'au 10 juillet, date à laquelle les chefs militaires de Français leur ont demandé d'arrêter. L'armistice allait effectivement diviser la France en deux. Une zone demeurait sous une indépendance française théorique, l'autre sous occupation militaire allemande. Dans le cadre de l'accord, la marine et l'aviation française de Belen devaient toutes deux être neutralisées, bien qu'elles n'aient pas à être remises aux Allemands, tandis que d'autres stipulations ont suscité de vifs débats et une certaine résistance de la part des Français. L'une de ces clauses prévoyait que les termes convenus pouvaient être modifiés pour répondre aux exigences italiennes, tandis qu'une autre stipulait que tout ressortissant allemand trouvé sur le territoire français devait être remis aux autorités allemandes où il serait probablement renvoyé en Allemagne et placé dans un camp de concentration. Les Allemands soutenaient que de telles mesures ne seraient prises que contre les réfugiés ayant fomenté la guerre, un euphémisme désignant les Juifs allemands qui avaient fui en France pour demander l'asile. Un nouvel armistice fut signé entre Français et Italiens. Alors que l'Italie n'occupait qu'un petit territoire français, elle exigea également la démilitarisation des zones fortifiées et des bases navales de Toulon, Bizerte, Ajaccio et Oran. Le 10 juillet 1940, Pierre Laval, sympathisant fasciste, poussa l'Assemblée nationale à se dissoudre. Cela a conduit à la création de la France de Vichy, ou l'État français, qui fonctionnait sous un régime beaucoup plus autoritaire avec Philippe Pétain, un maréchal français qui avait commandé l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, à sa tête. L'ancien Premier ministre français, Paul Reynaud, avait démissionné le 16 juin et avait recommandé que Pétain le remplace. Après la création de l'État français, le slogan « Liberté, égalité, fraternité » a été remplacé par « Travail, famille, patrie ». Pierre Laval était un partisan de l'apaisement envers le régime nazi et souhaitait vivement collaborer avec eux, croyant que l'avenir de la France était directement lié au succès de l'Allemagne. De nombreux soldats juifs français ont continué à résister aux Allemands bien après la mise en œuvre de l'armistice. Charles de Gaulle, officier militaire ayant fui en Angleterre, fut un critique majeur du nouveau régime français et devint une figure de la résistance à l'occupation allemande. Alors que de plus en plus de mouvements locaux émergeaient et se développaient en France, il leur faudrait du temps pour prospérer. Le conflit de 6 semaines en 1940 fut sanglant et pénible. Peut-être que, convaincus de leur supériorité militaire, les Français et les Britanniques ont laissé les Allemands envahir plusieurs pays sans grande résistance. Malgré leurs efforts courageux face à l'infériorité et au manque de moyens, de mauvaises stratégies et un déficit de leadership ont provoqué la chute de la France.
Alors que les deux camps comptaient environ 3 500 000 soldats, les pertes des Alliés furent bien plus importantes que celles des puissances de l'Axe. Les Alliés ont perdu 73 000 soldats, tandis que 240 000 autres ont été blessés et 15 000 supplémentaires portés disparus. Plus d'1 700 000 soldats ont été capturés par l'ennemi. Les Français et les Britanniques ont perdu au total 4 643 chars et avions. De l'autre côté, la bataille de France a coûté à l'Allemagne la vie de plus de 28 000 soldats, ainsi que la blessure de plus de 111 000 autres. De plus, 19 384 soldats ont disparu et jusqu'à 2 250 chars et avions ont été perdus pendant le conflit. Encore une fois, un sincère merci à War Thunder d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez y jouer gratuitement dès maintenant sur PC, PlayStation, Xbox ou mobile en utilisant les liens dans le commentaire épinglé ou la description de la vidéo. Et si vous êtes nouveau dans le jeu, ou si cela fait 6 mois que vous n'êtes pas allé sur le champ de bataille, un pack bonus à durée limitée vous attend. Sur PC et console, comprenant des véhicules premium et de nombreuses récompenses en jeu. Alors, ne manquez pas cette occasion, rejoignez War Thunder dès aujourd'hui.